Donc, je voudrais d'abord remercier Pierre et Philippe pour m'inviter à donner ce premier talk en français. On verra bien ce que ça va sortir. Donc, vu que la thématique de la conférence est qu'est-ce que la gravité, je vais suivre avec le talk précédent en me demandant qu'est-ce que c'est la gravité quantique. Qu'est-ce que la gravité quantique? Ok. Donc la gravité quantique, c'est en effet c'est très simple. C'est juste c'est juste une combinaison. Donc on prend la relativité générale, qui est la théorie classique de la gravitation qu'on comprend très bien. Elle est aussi très bien testée expérimentalement. Elle est relevante aux grandes échelles. Et on a eu des très belles confirmations de ces prédictions l'année dernière à LIGO. Et on essaie de la combiner avec la mécanique quantique, qui est aussi une théorie très bien comprise qui décrit la physique microscopique. Maintenant, le problème, comme il était expliqué là, dans le doc précédent, est que si on essaie de quantifier la gravité selon la méthode normale, on trouve une théorie non renormalisable et ça n'a pas vraiment de sens. Je voudrais rajouter à ce problème-là aussi le problème que si on considère des effets quantiques en présence d'un trou noir, même dans le régime des paramètres où on s'attendrait que les deux théories soient valables, on trouve quand même des grandes inconsistances. Ça s'appelle le paradoxe de l'information des trous noirs. Et ce paradoxe-là nous dit qu'en effet, notre compréhension actuelle de ces deux théories-là, en effet, elle n'est pas suffisante. Les deux théories, telles qu'on les comprend maintenant, sont incompatibles, et ça, c'est un grand problème qu'on a en physique théorique. Et pourquoi c'est un problème de la physique théorique? Donc, il serait vraiment super si on pouvait faire une expérience et voir, ok, on ne peut pas faire ce calcul, mais on fait une expérience et on voit ce que ça nous donne et on déduit qu'est-ce que c'est la gravité quantique, comme on fait pour toutes les autres théories physiques. Le problème ici est que l'échelle, juste de l'analyse dimensionnelle, on s'attend que l'échelle où les effets quantiques de la gravité soient importants. Elle est extrêmement petite, elle est 10 à moins 35 mètres, ce qui est beaucoup au-delà de nos capacités expérimentales. Donc là, maintenant, les expériences au Large Hadron Collider sont autour de 10 à moins 18. Donc, à cause de cette grande différence d'échelle, on n'a pas vraiment la possibilité d'étudier expérimentalement cette théorie. Et du coup, on est contraint de juste y penser très fort et voir si on arrive quelque part. Et assez incroyablement, beaucoup de progrès a été fait sur découvrir qu'est-ce que c'est la gravité quantique juste en pensant. Et basiquement, la clé du progrès a été l'étude des trous noirs. Donc les trous noirs sont c'est une région de l'espace-temps où si tu rentres, tu ne sors plus. Sont des solutions très simples de la relativité générale. Ils obéissent le no-hair theorem. Et ce qui est fascinant dans les trous noirs est le fait qu'ils révèlent une connexion très profonde entre la thermodynamique, la mécanique quantique et la géométrie. Donc, si on essaie de faire en sorte que les lois de la thermodynamique soient valables en présence des trous noirs, on est contraint d'assigner à cela une entropie, ça s'appelle l'entropie de Bekenstein-Hawking. Et donc cette entropie est égale à la surface de l'horizon du trou noir divisée par la constante de Newton et la constante de Planck. Et vous voyez dans cette très belle formule ici, qui est complètement universelle, elle s'applique à tous les trous noirs en relativité de Einstein, on voit cette combinaison entre thermodynamique, géométrie
et mécanique quantique et gravité. Très belle formule. Et en effet, c'est cette formule-là qui a comment dire, inspiré tout le progrès en gravité quantique dont je vais parler. Donc, premièrement, si on regarde cette formule, on pense, les trous noirs, ils ont une entropie très petite. Parce que normalement, les corps normaux, ils ont une entropie volumique, et ça, c'est juste proportionnel à la surface, donc c'est petit, et si on essaie de passer à une interprétation statistique de cette entropie, on dirait que les degrés de liberté du trou noir vivent sur la surface de l'horizon. Mais en effet, cela n'est pas vrai. En effet, les trous noirs ont une entropie immense, et la raison est que cette combinaison-là est exactement la longueur de plan qui apparaît ici, qui est extrêmement petite. Et en effet, les trous noirs ont une très très grande entropie. Il faut diviser leur surface par L Planck carré. Et en effet, c'est possible de démontrer qu'ils sont les objets les plus entropiques possibles. Et cela est dû au fait que si on essaie de faire un objet normal avec une entropie volumique, si on essaie de le faire d'avoir plus d'entropie qu'un trou noir, il va collapser gravitationnellement dans un trou noir. OK. Donc ces deux observations-là ont donné naissance. Donc ces deux choses-là nous indiquent une propriété très importante et très profonde de la gravité quantique, qui est l'holographie. Donc basiquement, l'idée, très simplement, est que les trous noirs ont cette entropie-là proportionnelle à la surface, et aussi, ils ont plus d'entropie que n'importe quoi je voudrais mettre dans la même région d'espace. Donc, n'importe quoi que je mette ici devrait être aussi, je devrais pouvoir les décrire par des degrés de liberté sur le bord. Ça, c'est l'idée. Et plus précisément, l'holographie dit que si on a une théorie gravitationnelle à d plus en dimension, cette théorie-là devrait être, on devrait pouvoir complètement la réécrire en termes d'une théorie des champs, ça veut dire une théorie sans gravitation dans une dimension de monde. Ça, c'est le statement. Et cette théorie-là, la théorie des champs, vu qu'elle n'a pas de gravité, c'est juste de la mécanique quantique normale. Il n'y a pas de paradoxe, d'information, ni rien. Donc, celle-ci est juste une théorie normale. Et pour ce dont je veux parler dans ce talk, cette théorie-là va être ma définition de qu'est-ce que la gravité quantique. Je vais définir la théorie quantique qui décrit la gravitation dans une dimension de plus, comme cette théorie-là qui est juste une théorie normale, une théorie des champs normale. Celle-ci est une définition très très limitée. Je veux dire, par exemple, si on essaie de penser au paradoxe de l'information du trou noir, en sachant que cette théorie est mécanique quantique, donc elle est unitaire, on sait que l'information n'est pas perdue, mais par contre, savoir qu'est-ce que cette théorie nous dit rien sur comment le paradoxe est résolu dans du côté gravitationnel. Et il y a beaucoup de gens, par exemple Yossif Bane, ici, il essaie de comprendre ça dans la description gravitationnelle. Mais pour moi, je vais juste me concentrer sur cette description-là de la gravité quantique. OK. Donc, je veux dire que le statement de holographie, il est assez étonnant. Ça dit que tu as deux théories en dimensions différentes et elles devraient être équivalentes. Pourquoi est-ce qu'on croirait telle chose? Et la raison pour laquelle on le croit est qu'on a des exemples et que, en effet, la théorie de Korp nous donne des exemples explicites des paires de théories, une gravitationnelle et une théorie des champs qui sont exactement les mêmes. On peut calculer des choses et ils sont les mêmes. Et plus précisément, donc le domaine,
Le type de théorie pour lequel cette correspondance holographique marche particulièrement bien, c'est le cadre de la correspondance ADS-CFT. Donc, la correspondance ADS-CFT, basiquement, on dit si donc, on prend un espace de fond, je pense qu'il s'appelle un background gravitationnel qui est juste un espace-temps hyperbolique, donc c'est constant cosmologique négatif, ça s'appelle anti de Sitter. Et si on considère une théorie gravitationnelle sur cet espace-temps de anti de Sitter, en effet, on peut démontrer qu'elle est exactement redécrite par une théorie des champs dans une dimension de monde qui s'appelle une théorie de champs conforme. Ça, c'est des théories de champs quantiques particulièrement simples, belles, parce qu'elles sont invariantes d'échelle. Donc, on peut calculer beaucoup de choses dans cette théorie. Et, OK, donc, comme je disais, il y a beaucoup des checks. Il y a beaucoup de vérifications de cette correspondance dans le cadre de la théorie des codes. On peut aussi déformer un peu cette dualité et ça marche encore. Donc, il y a des checks dans des exemples concrets, mais aussi il y a des caractéristiques universelles de cette dualité qui doivent marcher n'importe quelle théorie de gravité quantique je mets là. Ça veut dire, je peux mettre théorie des cordes et ça marche et je fais le calcul. Ou sinon, je peux dire, OK, ça peut être n'importe quel UV completion, complétion ultraviolette, je vais essayer, mais je ne sais pas si ça marche, de la gravité. Celle-ci va aussi être décrite par une théorie conforme. Et dans ce cadre-là, on a des quantités universelles qui doivent être les mêmes. Par exemple, les symétries ici et là doivent être les mêmes. L'entropie des trous noirs, l'entropie de Bekenstein-Hawking ici doit être la même que l'entropie thermale dans la CFT. Le problème que la dernière, on peut juste la calculer à 2 dimensions exactement, mais ce sont les mêmes. Et après, on a des autres choses très intéressantes qui sont les mêmes. Par exemple, l'intrication quantique dans la CFT. OK, je vais l'appeler une CFT depuis maintenant. L'intrication quantique dans la CFT, qui est une propriété très universelle, elle termine par donner naissance à la gravité, aux équations de Einstein dans la théorie gravitationnelle duale. Et basiquement, la manière dont on voit ça, c'est une très belle histoire, et il y a eu un papier très intéressant aujourd'hui sur ça, c'est qu'il existe une entropie d'intrication qu'on peut définir, et cette entropie obéit une première loi, donc c'est très similaire à la première loi de la thermodynamique, sauf que c'est la première loi de l'intrication, et cette première loi de l'intrication n'est rien d'autre que l'équation de Einstein en ADS. Donc, vous voyez, oui, ça donne une idée sur qu'est-ce qu'est la gravité dans ce contexte ADS-CFT. Aussi, il y a des autres choses universelles qu'on peut voir. Il y a des relations universelles que les fonctions de corrélation doivent obéir dans une CFT. Ça s'appelle Crossing Symmetry Relations. Et cette relation-là, en effet, est relationnée au fait que la théorie en ADS a l'air d'être locale à certaines échelles. Donc ça c'est des choses très robustes, très universelles qui se passent dans cette dualité, indépendamment de quelle théorie de gravité quantique on écrit là. OK, donc tout ça est très beau, ça marche très bien et il y a beaucoup de travail dessus. Le problème avec la correspondance de ADS-CFT est que nous ne vivons pas dans l'espace-temps de anti de Sitter. On a plutôt une constante cosmologique positive, pas négative. Donc, il serait bien qu'on essaie de comprendre la gravité quantique dans le monde réel. Et
par exemple, si on essaie, donc si on remplace l'espace de fond ADS par un espace de fond plat, c'est suffisamment réaliste, disons. Qu'est-ce que c'est la théorie duale, la théorie des champs duales? Et le problème est qu'on n'a pas trop d'idées, qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment quelque chose de pas très satisfaisant sur notre compréhension actuelle de comment l'holographie marche, parce que c'est extrêmement background dependent. En ADS, on la comprend très bien et tout marche, c'est vraiment magnifique. Dès qu'on change le background et on le fait espace-temps plat, on ne comprend plus rien. Évidemment, et je pense, ça c'est mon opinion personnelle, une des raisons pour laquelle on ne le comprend pas est que c'est assez probable que cette théorie de champ-là soit en effet non locale, et les théories de champs quantiques non locales n'ont pas trop été étudiées, et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Ça c'est mon opinion personnelle, je verrai plus tard. Ok, donc on n'a aucune idée, mais ce que les gens font, pourtant, ils essaient de déduire, d'inférer des propriétés de cette théorie-là. Donc, quelque chose qu'on peut faire, on peut regarder la théorie gravitationnelle, et on sait que les propriétés universelles doivent être les mêmes des deux côtés. Donc, il est possible d'étudier, par exemple, les symétries en gravité, qui doivent être les symétries de la théorie de champ, les fonctions de corrélation, et après tu regardes tout cela et tu essaies de deviner la théorie des champs. Mais mon impression est que si on n'a pas vraiment des exemples de ce que cette théorie des champs pourrait être à cause de ce problème-là, c'est un jeu assez difficile à jouer. Il faut avoir une idée. Donc, tout cela pour dire qu'il serait très bien de trouver un exemple de gravité quantique de background pour faire la gravité quantique qui soit suffisamment réaliste, mais en même temps qu'on ait une idée d'où commencer et comment résoudre cette théorie. Par résoudre, je veux dire juste trouver cette théorie de champ dual. OK. Et si on essaie de trouver une nouvelle correspondance holographique, c'est toujours une bonne idée de regarder les trous noirs. Toutes les bonnes idées viennent de trous noirs. Par exemple, la correspondance ADS-CFT, elle a été trouvée en regardant le proche horizon des trous noirs en théorie des cordes. Ça, c'est des trous noirs vraiment pas trop réalistes. Ils ont de la charge électrique, elles sont supersymétriques. Rien qu'on voit dans le monde réel. Mais dans le proche horizon, ils ont un espace-temps de ADS et c'est comme ça que cette correspondance a été dérivée. Ce qu'on voudrait à la fin, c'est évidemment faire de l'holographie pour l'espace-temps plat. Celui-ci est relié au proche horizon des trous noirs généraux, par exemple Schwarzschild ou le trou noir Kerr non extrême. Mais comme je viens de dire, celui-ci est assez difficile. Et basiquement, notre idée était d'essayer de trouver un cas intermédiaire entre ces deux extrêmes qui pourrait être réaliste, mais tractable. Okay. Et on pense l'avoir trouvé. Et le trou noir en question, c'est basiquement un trou noir de Kerr. Donc, le trou noir de Kerr, c'est à masse et moment et rotation. Donc, en général, pour masse et rotation, pour peu de rotation, le proche horizon est plat. Mais si on fait la rotation, si on incrémente la rotation jusqu'à... Il y a un moment angulaire maximal que le trou noir peut avoir, il y a un nouveau espace-temps qui apparaît dans le proche horizon, qui s'appelle, qu'on l'a appelé warped ADS. Donc, basiquement, la relation entre warped ADS et ADS est plus ou moins la même que la relation entre une sphère qui est déformée et une sphère ronde. Plus ou moins, c'est ça
relation. Et pour celui-ci, on a développé une correspondance holographique qu'on appelait la cursive T correspondence, qui a l'air d'être tractable. Donc, c'est de ça que je vais parler. OK. Donc, comme j'ai dit, l'idée est que nous regardons le trou noir de Kerr extrême ou presque extrême. Cela veut dire que le trou noir est dans une rotation très très forte, très proche de ce bound. Si G dépasse Gm square, après on forme des singularités nues, donc c'est pas bon. Et ce qui se passe pour ce trou noir, donc l'espace-temps, donc très loin, c'est plat. Et si on se rapproche de ce extremality bound, l'espace-temps commence à développer en coup, en anglais c'est en throat, qui devient de plus en plus long. Et en effet, la dynamique des modes dans la région asymptotiquement plate et dans le coup se découple. Et on peut juste découper ici et considérer qu'est-ce qui se passe, la dynamique de la gravité juste dans ce coup. Et on appelle ces régions Near Horizon Extreme Curve ou NEC. Donc, ce que la correspondance de Kerr-CFT dit que si on fait de la gravité quantique dans cet espace-temps de NEC, cette-ci est duale dans le sens holographique à une CFT. Et la raison pour proposer cela est le fait qu'on a trouvé en effet je devrais expliquer. En effet, donc, il y a une direction angulaire ici. C'est juste la direction de rotation du trou noir. Et aussi, ce coup, il est infini. Et en effet, il y a une invariance d'échelle. Donc, c'est des symétries. Et pas seulement il y a une invariance d'échelle, il y a une variance d'échelle à chaque angle. Donc, on a un nombre infini de symétries qui sont basiquement générées par les modes de Fourier de cette fonction arbitraire ici de phi. Et on peut calculer l'algèbre de ces symétries-là en utilisant des méthodes purement gravitationnelles. Et on trouve une algèbre de Virasoro. Maintenant, l'algèbre de Virasoro, c'est très bien connu que c'est le groupe de symétrie des CFT à deux dimensions. C'est pour ça qu'on a fait cette conjecture. Et on peut aussi calculer l'extension centrale de cette algèbre. OK, donc ça c'était la proposition. Après, il faut la vérifier. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça c'est égal à une CFT. Et il y a beaucoup de checks qu'on peut faire et tout passe très bien. Donc, par exemple, on peut calculer l'entropie dans cette CFT et c'est égal à celle du trou noir. Une autre chose qui a été démontrée, donc je vous ai dit que ADS-CFT est complètement universel. La même chose se passe pour Kerr-CFT. Donc, si on prend n'importe quel trou noir qui est extrême, qui a ce coup très long, on trouvera toujours une algèbre de Virasoro et l'entropie va être la même comme dans un CFT. Aussi, il y a eu des études sur les fonctions de corrélation et scattering, et tout cela va très bien ensemble. Aussi, dans certains cas, il y a eu un calcul de l'entropie d'intrication, ce qui est une mesure beaucoup plus fine que l'entropie thermale, et cette-là aussi est la même. Donc, il y a beaucoup de... Comment dire Bon. C'est bien soutenu, il y a beaucoup de preuves et beaucoup de jolies propriétés pour cette correspondance. Je voulais faire une parenthèse. Ce qui est le fait que cette correspondance de Kerr-CFT, donc c'est une correspondance pour gravité quantique, mais en effet, elle peut aussi être utile en astrophysique.
Dans ce cas-là, on oublie le quantum ici. Et on peut, en astrophysique, on peut juste utiliser le fait qu'on a cette infinité de symétries dans le proche horizon. Et ces symétries peuvent être utilisées pour étudier analytiquement les émissions du proche horizon ou faire des études de magnéto-hydrodynamique dans le proche horizon des trous noirs en forte rotation. Et ça, c'est important parce qu'il y a des trous noirs en très forte rotation qui ont été observés, par exemple, Cygnus X1. Donc, ça, c'est une application plus dans la physique même expérimentale de cette dualité-là. Okay. Revenons à la gravité quantique. Donc, je vous disais, on a cette proposition que la gravité quantionique est en CFT, et il y a toutes ces symétries et toutes ces choses qui marchent très bien. Mais quand même, cette proposition est très bizarre, parce que toutes ces choses qui sont les mêmes, en effet, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses avec exactement le même numéro pour la correspondance de ADS3 CFT2. Pourtant, je vous ai dit que l'espace-temps de NEC n'est pas la même chose que l'espace-temps de ADS, c'est la version warped. Donc, pourquoi est-ce qu'on obtient les mêmes choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent qu'on observe dans cette correspondance holographique qui est différente de cette correspondance de type IDS-CFT? Et en effet, si on cherche suffisamment, on trouve quelque chose de différent. Si on regarde bien le spectre des dimensions conformes, on trouve qu'elle indique que la théorie duale, en effet, elle est non locale. OK. Donc, ça c'est bien parce qu'on ne s'attendait pas à retomber sur IDS-CFT, mais c'est très, puzzling parce que cela veut dire qu'il doit exister des théories quantiques de champ qui ont toutes ces propriétés-là. Ils ont des algèbres de Virasoro, ils ont une entropie de Cardy, comme dans les CFT à deux dimensions, ils ont des fonctions de corrélation très très pareilles aux CFT locales, pourtant elles sont non locales. Alors, est-ce que ces théories existent, ou comment est-ce qu'on peut les trouver, ou... OK, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce moment-là où on ne sait pas vraiment si une théorie existe ou pas, c'est très bien de retourner à la théorie des cordes. Donc, on oublie l'espace-temps réaliste et essayer de gagner un peu d'intuition. Et en effet, la théorie de cordes aide de deux façons. Il y a deux façons dans lesquelles elle peut aider. D'une façon, donc c'est une théorie très compliquée, très riche, tu as plein de paramètres, etc., mais elle a une structure assez rigide. Et ce qu'on peut faire avec est d'avoir un système avec suffisamment de paramètres qu'on puisse les tune dans un coin où on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Donc, c'est ça qu'on a fait quand on a fait un embedding de cette correspondance dans la théorie des cordes. On a fait un tuning de paramètres et là, on a vraiment vu qu'on peut comprendre cette correspondance de Kerr-CFT comme une déformation de ADS-CFT. Et cela est très important. Donc, on peut juste écrire l'action. J'ai oublié de dire, j'allais baptiser ces nouvelles théories qui sont locales et ils ont toutes ces propriétés-là dipole-CFT, c'est juste pour leur donner un nom. Et on peut basiquement écrire l'action de ce dipole-CFT comme l'action d'une CFT, qu'on sait très bien ce que c'est, plus une déformation. Et ce qui est important, que ce paramètre lambda de la déformation, elle peut être égal à 0, et après on le fait non 0, et on peut étudier en perturbation theory ce qui se passe. Et on n'a pas ça pour l'espace-temps plat. Donc ça c'est très important. Cette déformation est un peu bizarre, elle est irrélevante. Ce n'est pas le genre de déformation qu'on discute d'habitude. C'est pour ça que c'est un peu difficile à étudier, mais en principe,
ça peut être fait. Elle dit immédiatement que la théorie va devenir non locale et elle explique immédiatement ce spectre qu'on voit. Par contre, elle n'explique, on n'a pas fait le calcul, donc a priori, elle n'explique pas du tout pourquoi la symétrie de Virasoro et l'entropie, pourquoi elles ne sont pas modifiées. On ne comprend pas à travers cette formule-là. OK, donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi aussi l'entropie reste intacte? Et dans ce cas-là, il résulte que la théorie des cordes aussi nous donne un exemple d'une théorie qui fait ce qu'on veut. Malheureusement, cet exemple n'est pas bidimensionnel. Les exemples bidimensionnels ont une symétrie de Virasoro qui n'existe pas en plus de dimensions, mais il est 4-dimensionnel, mais pourtant il a toutes les bonnes propriétés. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en théorie des cordes, on peut faire des généralisations de curve CFT à plus de dimensions. Les espaces-temps s'appellent des espaces-temps de Schrödinger. Ils préservent une partie des symétries conformes originales. Et ils n'ont plus la symétrie de Virasoro. Mais si on étudie les trous noirs dans ces espaces-temps-là, on trouve qu'ils ont exactement la même entropie que les trous noirs en EDS. Donc, c'est exactement comme ce cas-là. Et si on cherche suffisamment dans la théorie des cordes, on trouve un exemple d'une théorie qui a les bonnes propriétés. Elle s'appelle Null Dipole Deformed n equal to 4 SUN Super Young-Mills. Cette partie-là, en effet, c'est une théorie très très bien étudiée. C'est l'exemple de dualité EDS-CFT. Et la déformation dipolaire, basiquement, ce qu'il fait, elle prend chaque champ dans le Super Young-Mills et il lui assigne ce qui s'appelle une dipole length. Donc, chaque champ devient un peu non local et cette longueur dipolaire est proportionnelle à la charge du champ. Et après, ce qu'on doit faire est prendre le Lagrangian de cette théorie et remplacer tous les produits locaux des champs avec ce que ça s'appelle produit étoile. Sinon, je le dis star product, okay, qui est non local. Et là, on voit que cette théorie a toutes les propriétés qu'on veut. C'est une déformation non locale de la CFT. En écrivant ce star product, on voit immédiatement au niveau de diagramme de Feynman que l'entropie est la même. L'entropie quand n égale infini en fait est préservée. Donc ça préserve l'entropie. Pourtant, cette déformation peut être réécrite en termes de cette CFT plus certaines déformations irrélévantes, ce qui est exactement ce qu'on voit du côté de l'espace-temps. OK, donc on a un exemple. L'exemple est un peu loin des trous noirs qui nous intéressaient, mais au moins on sait que ce genre de théorie des champs non locaux existe et ils ont les bonnes propriétés. En effet, ils ont des autres propriétés qui sont très intéressantes. Il résulte qu'à n égale l'infini, cette théorie est intégrable, ce qui veut dire, basiquement, la déformation est très très spéciale et on peut utiliser des outils très, comment dire, powerful, très très forts de l'intégrabilité pour calculer le spectrum. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et basiquement, dans le futur, l'idée est d'essayer d'étudier d'une manière plus universelle ou trouver des autres exemples de théories comme ça et comprendre qu'est-ce que c'est une CFT dipolaire. Ce qui veut dire ce genre de théorie. Quelles sont ses propriétés générales? On pense aussi faire utiliser beaucoup le fait que ces théories-là ont des symétries conformes non relativistes. Du coup, on peut faire du bootstrap avec. Et bon, on espère arriver quelque part.
Ce que je voulais vous dire dans ce talk, j'essaie de vous convaincre que la gravité quantique ou l'holographie pour des espaces-temps réalistes est difficile, mais cette correspondance de Kerr-CFT, qui peut être appliquée au trou noir astrophysique, donc c'est réaliste, a une bonne chance d'être résolue pour deux raisons. Une, parce que c'est une déformation de ADS3-CFT2 qu'en principe on peut regarder en théorie des perturbations. Et aussi parce que dans la théorie des cordes, on a des exemples explicites de QFT qui ont les bonnes propriétés. Et comme j'ai dit, le but serait d'avoir une classification, une définition générale du type de CFT qui ont toutes ces propriétés-là. Et on espère qu'une fois compris ce cas-là, l'holographie pour l'espace-temps plat sera beaucoup plus proche. Okay, merci. J'étais un peu perdu pour les dimensions. Le Kerr était à 4 dimensions. Mm-hmm. Et là, il y avait soit une CFT à 4 dimensions comme exemple, soit des CFT à 2 dimensions. On parle d'un warped à 4 dimensions, une CFT 3. C'est quoi, en effet, ce qui se passe, c'est qu'en holographie, les dimensions sphériques ne comptent pas. Donc, type 2B string theory, donc n equal to 4 super Young means, elle est duale à ADS 5 fois S5. Oui, donc basiquement, dans la géométrie de Kerr extrême, il y a cette extra direction θ, et l'angle polaire qui ne fait pas grand-chose, et il joue le rôle de cette direction qui ne joue aucun rôle en holographie, mais elle est là. Je veux dire, il y a tous les opérateurs qui mesurent la quantification de θ aussi, tout de même. Il doit y avoir une famille infinie de... Ce qui se passe, on a passé vraiment beaucoup de temps à essayer de se débarrasser de cet état parce que nous ne comprenons pas comment faire. La géométrie de NEC, elle est trop compliquée pour en faire de l'holographie avec. Donc, on peut calculer les charges et tout cela, ça marche, mais si on essaie vraiment de faire le dictionnaire holographique à la Skenderis et tout cela, c'est très difficile. Et du coup, le point de faire l'embedding dans la théorie de cordes est d'avoir des espaces-temps à 3 dimensions qui avaient la même structure et la même propriété. Et pour cela, on peut écrire un dictionnaire holographique très propre. Pour le proche horizon de Kerr, cela n'est pas possible pour l'instant. Et aussi, il y a des problèmes de no dynamics et tout cela. C'est des extra complications dans le cas de Kerr.